Super. Alors, quand vous êtes prêts, vous pouvez réouvrir les yeux et revenir parmi nous. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était agréable. C'est pas toujours agréable au début, hein, quand on n'a pas l'habitude. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous fais faire cet exercice, à part pour vous reconcentrer et pour vous donner un petit moment de détente. Et surtout, quel rapport avec l'apprentissage et quel rapport avec l'apprentissage transformationnel. Donc, ce que je trouve intéressant dans cet exercice, c'est qu'il nous invite et qui nous oblige à nous reconnecter avec nos émotions et nos sensations, qui nous oblige à nous reconnecter avec notre corps, avec toutes les dimensions somatiques et émotionnelles qu'on vit en tant qu'humain et qui sont aujourd'hui encore très absents de la formation, donc de l'enseignement déjà primaire, secondaire, mais aussi de la formation continue. Donc c'est pourtant paradoxal, puisqu'on sait très bien qu'en tant qu'humain et en tant qu'apprenant, on est tous des sujets de culture, des sujets sexués, sentimentaux, des sujets qui ont un corps, des sujets qui sont situés intergénérationnellement. Donc c'est plein de dimensions comme ça, spirituelles, somatiques, émotionnelles, affectives, qui sont aujourd'hui très peu prises en compte. Et voilà, on peut se demander pourquoi. Donc c'est un petit peu tabou aujourd'hui de parler de ça, du corps, des émotions dans l'apprentissage, même au travail. Et ça nous date de Descartes, hein, voilà, la séparation du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, on fonctionne un peu dans une société qui considère qu'on est tous des cerveaux sur pattes ou des cerveaux en lévitation. On a oublié qu'on avait un corps et qu'on pouvait s'en servir. Et voilà, donc ça, c'est le premier message que je voulais vous faire passer. C'est que je pense qu'il y a vraiment un travail à faire dans la formation continue, puisque c'est le sujet dont je vais parler maintenant, sur la prise en compte des dimensions sensibles et du corps et des émotions dans l'apprentissage. Et surtout, je pense que ça va devenir de plus en plus important de prendre en compte ces dimensions-là dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, dans quel monde vit-on aujourd'hui ? Donc ça, c'est une lecture que je vous propose. Hein, on pourra en discuter si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais une des premières caractéristiques du monde d'aujourd'hui, c'est l'ère de la data, donc l'ère de la donnée, l'explosion des données et de l'infobésité. Donc dans cette ère de la data, on a des phénomènes d'infobésité, de surcharge d'informations, de surcharge de sollicitations et d'informations qui nous arrivent en permanence, qui font qu'on a de la surcharge cognitive. Donc voilà, on n'arrive pas forcément à résister à ce flux permanent de données qui nous assaillissent. Et ce phénomène de surcharge cognitive fait qu'on pourrait penser que le cerveau va avoir besoin d'un autre capteur pour l'aider à fonctionner. Et ce capteur, est-ce que ça ne pourrait pas être le corps, justement ? Est-ce que le corps, dans un monde d'infobésité, ne pourrait pas prendre le relais du cerveau et venir en complémentaire, capter d'autres informations et nous permettre d'avoir accès à d'autres apprentissages ou à d'autres découvertes ? Donc ça, c'est une première question. Ensuite, dans un monde d'explosion des données et d'infobésité, on a des flux, effectivement, d'informations et de connaissances, avec des connaissances qui sont disponibles maintenant quasiment en temps réel, ou en tout cas qui le seront potentiellement dans les années à venir. Donc ça pose une très grande question. C'est si l'information et si la connaissance est disponible en temps réel, quel intérêt on peut avoir à la stocker ? Donc ça pose des questions sur la mémoire, l'intérêt de la mémoire, la mémorisation, mais en tout cas, on se rend compte qu'on est dans un changement générationnel énorme en termes de style d'apprentissage, puisqu'on est en train de changer du just in case au just in time. Donc on a fini l'apprentissage où on avait besoin de stocker à l'avance un certain nombre de connaissances pour peut-être le réutiliser 10 ans après. Là maintenant, on va être dans le just in time, donc il nous faut déjà l'information tout de suite, maintenant, pour pouvoir l'utiliser et l'appliquer. Et donc, dans ce nouveau style d'apprentissage qui est le just in time, le corps a toute sa place, puisque c'est peut-être lui qui nous permet le plus d'être présent ici et maintenant et de capter en profondeur les informations. Donc voilà, première caractéristique du monde dans lequel on vit, l'infobésité et l'ère de la data. Deuxième caractéristique, c'est l'ère de la multitude, caractérisée par de la décentralisation et du peer-to-peer. Donc on a parlé beaucoup du modèle 70-20-10 entre hier et aujourd'hui. Et donc c'est fort probable que dans cette ère de la multitude, l'apprentissage en peer-to-peer rendre une place de plus en plus importante aux 70 et aux 20, hein, ce qu'on sent déjà. Donc pourquoi pas aller vers une prise en compte du corps qui est très présent dans les 70 et les 20. Donc deuxième caractéristique. Et dernière caractéristique du monde dans lequel on vit, c'est l'ère de la complexité et de la volatilité. Donc on vit dans un monde qui s'accélère avec des mutations technologiques très fortes. Donc un monde qui s'accélère, qui se transforme, un monde très volatile, incertain, ambigu. Donc dans ce contexte-là, on voit une obsolescence des connaissances et des compétences de plus en plus rapide, des cycles de plus en plus courts. Donc on va avoir besoin, on a déjà besoin d'accompagner les individus
dans la mise à jour et le développement de leurs connaissances et de leurs compétences, mais on voit aussi un phénomène d'obsolescence des cadres de référence, c'est-à-dire notre capacité à comprendre et à adapter notre façon de penser à ce monde qui se complexifie. Donc on va devoir suivre le rythme en fait, de la complexité et monter en conscience pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir comprendre et agir efficacement dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Voilà, et donc là aussi, le corps a une place très importante et on va en reparler. Donc en tout cas, ça c'est le deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est que dans un monde complexe et qui se transforme et qui est volatile, etc., la formation continue a un double enjeu, donc permettre aux individus de développer leurs connaissances et leurs compétences de plus en plus rapidement et efficacement, mais aussi permettre aux individus de transformer leur façon de penser de plus en plus rapidement et efficacement. Et donc c'est ça l'apprentissage transformationnel. Donc ça consiste en fait à différencier l'apprentissage vertical de l'apprentissage horizontal. Alors là aussi, des concepts, des mots un petit peu barbares, je vais essayer de vous les expliquer. L'apprentissage horizontal, c'est ce qui est illustré par le verre à gauche. Donc le petit verre qu'on vient remplir. Donc on est toujours dans la même contenance et puis on remplit. On ajoute des nouvelles connaissances, on ajoute des nouvelles compétences, mais on est toujours dans le même système. Le développement vertical, c'est le verre qui est à côté. Là, on arrête de remplir toujours le même verre, on va changer le verre carrément. Donc on change de quête de référence. On change le système. Ça correspond au changement de type 1 et 2 de l'école de Palo Alto pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, la formation continue, elle doit pouvoir, selon nous, chez Learn Assembly, gérer à la fois le développement horizontal et le développement vertical. C'est-à-dire gérer les montées en conscience et gérer les transformations des façons de penser des individus. Voilà, donc à partir de maintenant, la question qui se pose très rapidement, c'est comment on fait? Voilà, c'est pas facile, on est sur de l'intangible, on est sur du soft, on est sur de la prise de conscience, donc comment est-ce qu'on gère ça dans la formation? C'est ce qu'on essaye de faire avec l'apprentissage transformationnel. Donc là, vous avez la définition un petit peu théorique de Mesiro, qui est un sociologue émérite de l'Université de Columbia, et donc voilà, qui résume l'apprentissage transformationnel, qui est en fait un processus d'apprentissage qui permet de changer les façons de penser, d'être et d'agir des individus en profondeur. Donc on recompose les cadres de référence, on recompose sa vision du monde. Alors l'apprentissage transformationnel, ça repose sur 4 piliers, dont le premier est le dilemme des orientants. Donc le dilemme des orientants, c'est la prise de conscience. C'est vraiment le moment, l'étincelle, où on se rend compte que nos conceptions, notre cadre de référence initial n'est plus adapté. Donc c'est ça qui va déclencher une réflexion et potentiellement la mise en mouvement derrière. C'est l'initiation du processus. Et généralement, ça nous arrive dans nos vies avec un choc, un défi, un challenge très, très fort, qui n'est pas toujours conscient. Donc on a tous vécu des dilemmes désorientants dans nos vies. Et l'apprentissage transformationnel, c'est l'étude du processus qui se passe une fois que le dilemme désorientant est arrivé. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est la situation initiale. On se rend compte que notre fonctionnement et notre compréhension du monde n'est peut-être pas adapté. Le deuxième pilier, c'est la réflexion critique. Donc là, on va se mettre à réfléchir, on va se dire, mais mince, comment est-ce que je fonctionne? Qu'est-ce qui n'est pas adapté? Pourquoi c'est pas adapté? Et on rentre dans un esprit critique en fait, de son propre fonctionnement qui va là aussi venir renforcer le changement des conceptions et des quêtes de référence. Troisième pilier, c'est la discussion rationnelle. C'est le fait d'aller parler autour de soi, avec ses collègues ou des experts, des professeurs, des formateurs, pour essayer d'aller voir peut-être d'autres façons de comprendre comment les autres fonctionnent et de voir comment on pourrait enrichir notre cadre de référence, enrichir notre système de pensée via la discussion et l'enrichissement entre pairs. Et le dernier levier, c'est l'introspection sensible. On revient là sur les dimensions émotionnelles, spirituelles, etc. Là, c'est là où le corps a toute sa place. C'est là où il nous aide en fait à prendre conscience de vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui se passe en nous et comment est-ce qu'on recompose tout ça pour soi. Voilà, donc peut-être qu'on peut prendre un exemple si c'est pas, si là c'est pas tout de suite très clair. Donc par exemple, aujourd'hui dans un monde digital, l'exemple du perfectionnisme peut être assez intéressant. Donc dans un monde digital, le perfectionnisme, il peut être amené très vite à rencontrer un dilemme désorientant. Donc il va se rendre compte que sa recherche de l'excellence, du parfait, du bien fait, mais du fait en un temps assez long, va vite être remis en cause par des cycles qui sont très rapides, du quick and dirty, de l'agilité, ça va venir le bousculer. Donc ça, il y en a partout dans toutes les organisations.
Et l'étape d'après, il va se rendre compte en fait que sa vision du monde qui est basée sur la recherche de l'excellence n'est peut-être plus adaptée. Donc ça, c'est vraiment inconfortable pour l'individu en question. Ça va générer tout plein de doutes, tout plein de questions, tout plein d'émotions négatives. Donc là, il va se mettre à réfléchir et on va se poser la question, mais alors pourquoi le perfectionnisme n'est plus adapté? Qu'est-ce qui est adapté? Qu'est-ce qui a changé? Dans quel monde je vis? Etc. Il rentre dans un processus de réflexion critique. Ensuite, discussion rationnelle. Il va observer, il va voir avec ses pairs comment ils fonctionnent, comment eux ils voient le monde, etc. Et voilà, ça renforce. C'est le levier qui permet la transformation. Et enfin, il va peut-être être sensible à ce qui se passe à l'intérieur, les moments de stress, les moments où au contraire il est en confort, et ça va l'aider à avancer dans sa recherche. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair, on pourra en reparler tout à l'heure si ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc ça, effectivement, c'est un processus qui est très douloureux et très inconfortable, avec tout un tas d'émotions négatives, de culpabilité, de se dire, voilà, j'ai fonctionné tant de temps sur tel fonctionnement qui ne marchait pas, ou j'ai pas pris en compte tel avis, telle personne. Des doutes aussi, parce que ça veut dire qu'on part dans l'inconnu. On fait éclater ses conceptions initiales, et on accepte pendant un temps d'être en transition, en recomposition, et donc ça, c'est quelque chose, une perte de repère, en fait, qui est très inconfortable. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer d'un point de vue pédagogique, et donc il y a des modalités adaptées à ce type d'apprentissage. Alors, ça, c'est les 5 facteurs de clés de succès que nous, on a identifiés pour mettre en œuvre l'apprentissage transformationnel. Donc 5 facteurs clés, dont le premier est le focus apprenant. Donc ça, c'est learner-centric, c'est un petit peu comme en marketing, c'est le fait de partir de l'apprenant, de ses besoins, d'être dans une responsabilisation, le rendre acteur et basculer du mode push au mode pull. Ensuite, prendre en compte les émotions négatives, ça on vient d'en parler. Donc ça, c'est être capable de créer un climat sécurisant pour l'apprenant dans lequel il pourra s'ouvrir et faire sa transformation en confiance et en sécurité. Inspirer, c'est aussi montrer le champ des possibles, parce que là, voilà, on ne sait pas où on va, on se dit mon fonctionnement actuel ne fonctionne pas, mais on ne sait pas vers quoi on va aller. On est en recomposition. Donc il faut pouvoir montrer ce qui est possible, ce qui existe, et ça se crée avec des contenus, ça se crée avec des expériences, une très forte dimension expérientielle. Ensuite, intégrer la sphère privée. Là, on est sur des dimensions très très profondes et très très personnelles. Donc, voilà, quand on sort du travail ou quand on sort de formation, on est encore en train de penser à voilà, notre fonctionnement qui s'applique dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Donc là, il y a vraiment un enjeu de créer un continuum d'apprentissage entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Et enfin, investir dans la relation de groupe. Donc le groupe, il va avoir 2 rôles à jouer principaux. Le premier, c'est un rôle de miroir. Il va renvoyer des choses qui vont permettre à l'apprenant en apprentissage transformationnel de mieux se comprendre et mieux comprendre vers quoi il veut aller et vers où il peut aller. Et il va aussi jouer le rôle de soutien. Donc c'est une communauté bienveillante qui est là pour soutenir ce passage, et c'est un mouvement collectif. Donc il y a tout un travail d'ingénierie en fait, sociale du groupe et de la communauté pour créer cet environnement. Donc ça, c'est la base de notre méthodologie qu'on met en œuvre sur les différents parcours qu'on propose, donc que ce soit en présentiel, en distanciel ou en blended learning. Et en fait, ça, c'est les conclusions. Donc on se rend compte que, quel que soit le format, si on suit ces étapes-là, si on suit ces facteurs clés de succès, on a, dans tous les cas, un très fort taux d'engagement, parce qu'on est sur un sujet qui concerne le plus profond en fait, de l'individu. Donc l'engagement est de toute façon très élevé, c'est très perceptible, tout comme la transformation. Donc la transformation, c'est-à-dire la mise en mouvement, qui est l'issue de ce processus d'apprentissage transformationnel. Si on suit ces 5 étapes, ces 5 facteurs clés, on a une bonne transformation qu'on voit par la mise en mouvement, tout simplement. Voilà. Et enfin, troisième conclusion pour le moment, c'est que le format blended learning est particulièrement adapté à l'apprentissage transformationnel, notamment avec un présentiel très fort en début de processus pour créer cette communauté, créer le climat, créer la confiance. C'est aussi un moment au début du parcours où le formateur va être plus présent, ce qui va vraiment accompagner et construire le groupe, et puis ensuite il va petit à petit s'effacer. Alors, bien sûr, il y a encore plein de questions ouvertes sur l'apprentissage transformationnel, et on a un petit peu d'expérience, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc dans les questions qui nous taraudent un petit peu,
le plus en ce moment, c'est d'abord la question de l'évaluation et de la valorisation. Donc comme vous pouvez l'imaginer, on est vraiment sur du soft, on est vraiment sur de l'intangible. Donc c'est très difficile d'évaluer et de mesurer en fait l'impact de la transformation. Donc aujourd'hui, on gère ça à petite échelle, on gère de façon qualitative. On a des progrès à faire sur la façon de l'étudier à une très grosse échelle. Donc on pourra en reparler là aussi si vous avez des questions là-dessus. La question de la valorisation. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'aujourd'hui, on a des systèmes de badge, des systèmes de diplômes, plein de systèmes de valorisation des compétences ou des connaissances. On n'a pas vraiment de système de valorisation de la compréhension et de la qualité de la conscience des apprenants. Donc on ne se rend pas vraiment compte en fait où ils en sont dans leur montée en conscience. Donc il y a un gros sujet de valorisation de ce type d'apprentissage. Ensuite, un autre gros point d'interrogation, les conditions de l'introspection. Donc on a vu que c'était quelque chose de très important. Les dimensions spirituelles, psychologiques, émotionnelles, etc. Comment est-ce qu'on aide l'apprenant à faire ce travail d'introspection auquel il n'est pas forcément habitué? Comment on l'aide à le faire en autonomie, puisqu'on ne pourra pas être toujours à côté de lui? Donc ça marche au niveau individuel, et ce serait aussi important de le faire au niveau collectif. Et enfin, l'enrichissement de l'accompagnement, toujours dans cette même idée de gérer les émotions négatives. Comment est-ce qu'on renforce l'accompagnement et on gère ce processus émotionnel, donc, notamment dans le cadre de l'auto-apprentissage transformationnel? Est-ce que c'est possible? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Et quel type d'accompagnement pourrait adapter? Et le binôme learning, donc on en parlait un petit peu ce matin, je crois que c'était chez Air France. Ça, c'est une piste aussi qu'on a pour voir si ce parcours, si on le faisait à deux, mais vraiment construit à deux, pas juste en échangeant de temps en temps. S'il y avait vraiment un incentive de le faire à deux avec un résultat collectif, qu'est-ce que ça pourrait donner? Voilà, ça c'est les questions en cours. Donc, comme je vous le disais, j'ai conscience que c'est un sujet qui est un petit peu abstrait et un petit peu théorique comme ça. Donc peut-être que le mieux, c'est de le tester par vous-même. Donc pour ça, vous pouvez essayer quelques MOOC qui existent, qui sont construits sur ce principe d'apprentissage transformationnel ou de théorie U, pour ceux qui connaissent. Ce n'est pas les mêmes théoriciens, mais ça renvoie en fait un petit peu au même système. Donc vous avez le MOOC Innovation managériale de Learn Assembly et du groupe Poult. Vous avez aussi le MOOC Devenir entrepreneur du changement d'HEC et Ticket for Change, pour ceux qui connaissent, qui concerne plutôt les jeunes qui veulent devenir, enfin les jeunes ou non, en fait, les jeunes ou moins jeunes, qui veulent changer carrière, se réorienter et devenir entrepreneurs sociaux. Et enfin, le MOOC du MIT, qui travaille beaucoup sur cette question d'apprentissage transformationnel et de théorie U, avec Otto Scharmer, donc, qui a lancé le MOOC Transforming Society, Business and Self. Et enfin, pour aller plus loin, si ça vous intéresse, quelques auteurs. Donc, vous avez Eve Berger pour la France, qui travaille au Centre d'études et de recherche appliquées en psychopédagogie perceptive. Donc, qui a fait beaucoup de travaux sur le corps, et ils ont des choses très intéressantes sur l'empathie, le toucher, etc. Vous avez Jack Mesiro, donc, qui est le théoricien de l'apprentissage transformationnel, donc tous ses travaux sur transformative learning. Et enfin, Otto Scharmer, voilà, du MIT. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention.